oh yes, of course, to translate. Yeah, sorry. To listen to oh sorry about the issue of sexual abuse and how to prosecute such acts. En fait, j'interviens, je voudrais... Donc, comme l'a bien expliqué M. Forêt, en fait, je suis donc avocat en droit pénal et j'ai acquis une certaine expérience en ce qui concerne le Sahara occidental dans la mesure où j'ai participé en tant qu'observatrice au procès Gdimizik qui s'est déroulé de 2017 à 2018 et j'ai eu l'occasion également par après à intervenir devant les Nations Unies afin de dénoncer justement le détournement des aides humanitaires qui ont lieu au sein des cantines d'Ouf. Alors j'ai préparé un petit texte parce que je ne savais pas très bien comment fonctionnait un peu le Press Club et donc vous me permettrez, je vais essayer de lire mon intervention. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la situation confuse sur les volets juridiques, social et humanitaire qui prévaut dans les cantines d'Ouf offre une couverture pour les violations par les dirigeants du Polisario des droits des femmes qui sont souvent séquestrées, violées et maltraitées. Nous constatons et dénonçons depuis de nombreuses années les violations systématiques des droits de l'homme dans ces camps. À cet égard, et comme je vous le disais, personnellement, j'ai eu l'occasion en 2019 de dénoncer devant les Nations Unies le détournement des aides humanitaires qui se font systématiquement et qui ont lieu au sein de ces camps. En effet, les dirigeants de ces camps s'affairent inlassablement à tordre la volonté des habitants pour servir leurs objectifs politiques et personnels. Malheureusement, nous restons vraiment dans une impasse, et ce à double titre. Pourquoi? Parce que tout d'abord, parce que ces camps ne sont régis par aucun cadre légal et sont véritablement des zones de non-droit, parce que le pays hôte a délégué sa responsabilité juridique à une entité fictive, mais aussi et également parce que le quotidien de ces femmes séquestrées et violentées qui vivent dans des conditions mais absolument inhumaines reste hors de la surveillance internationale des droits humains en raison de l'interdiction par l'Algérie de donner accès aux défenseurs des droits de l'homme dans ces camps. Economic and political world, and wherever there is a vertical power structure and a man at the head. Such abuses can lead to harassment, threats, blackmail, sexual abuse, non-consensual sex, and even rape in the worst cases. In many cases, such crimes are never revealed by the victims and there are no complaints. In many cases, there are no legal proceedings, and when there are, they rarely lead to sentences, unfortunately. Tonight we will listen to the testimonies of two ladies, as I said, who for years have accused of rape a political leader in their own country of origin. And first I will give the floor to another panelist, attorney Sophie Michel, who among her huge expertise areas has also the criminal, yes? Criminal law. So good evening everybody, and welcome at the Press Club tonight, where we will have the opportunity to listen to two victims of rape by someone who in one way or another was in power politically, I mean. This afternoon already we were at the European Parliament and we could expose the case of those two victims, and now we are happy to share this event with journalists and other members of civil society in Belgium and also most probably beyond Belgium. So the topic in fact today at the European Parliament and here was sexual violence and rape as abuses of power. Abuse of power leading to sexual violence and rape has many facets and can take place in many contexts.
within the family, in the professional context, in a religious context. Cadre juridique ou bien un État qui ne veut pas suivre. Thank you very much for this wonderful introduction. So we have two victims today who will testify, and one of them could come to Belgium and will speak from Canada. We have some problems in contacting her, so we will begin with her just in case the communication would be interrupted, and then we will come to Khadija, to Mohammed. So, I will first introduce Toufa Jallow. She's a beauty queen from Gambia, it's Western Africa, and in 2014 she won a Miss title in the National Beauty Pageant organized by the president of the country, Yahya Jammeh, and at that time she was 18 years old. In the period after the competition, President Jammeh was accused of repeatedly sexually harassing her and offering her gifts. According to the report, she was brought to Jammeh several times against her will, and he had publicly announced several times that he wanted to marry her, a proposal that she refused. In June 2015, she went missing for several weeks after being invited to the State House in Banjul. 1 month later, she fled over the border to Dakar in Senegal, and from there to Canada, where she received asylum and where she is living now. But I think to contextualize the whole issue, that I should also say, who is that president? Oui, au silence. Et vous le verrez avec Madame Mahmoud qui va dire, voilà, j'ai dû attendre d'arriver en Espagne pour aller me plaindre. Et là, il y a un deuxième problème qui se pose. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a introduit des actions dans des pays tiers. Je ne sais pas ce qu'a donné l'action en Espagne, mais je dirais que de mon expérience de juriste, j'ai presque envie, et je ne vais pas donner mon avis sur le dossier puisque je ne le connais pas, mais en tout cas, il y a des problèmes de compétences. Et il y a beaucoup de chances que ce dossier soit déclaré irrecevable. Mais bon, voilà. Mais c'est vraiment une question de compétence et pas de fond. Et donc ça, c'est un véritable problème. Alors, vous me direz, oui, mais il y a quand même des instances internationales qui peuvent régler ce problème. Mais finalement, il y a quoi? La Cour pénale internationale, elle s'occupe du droit international humanitaire. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit armé, qu'il soit international ou pas. Donc, on ne rentre pas dans le statut de Rome. La Cour européenne des droits de l'homme, oui, il y a violation d'un article de la Convention, c'est très très compliqué. En Belgique, on a instauré la compétence universelle quand on regarde les conditions, mais c'est toujours, finalement, on rentre dans le droit international humanitaire. Et alors, j'ai envie de terminer par ça, donc je suis complètement détachée de ce que je devais vous dire, mais je pense que c'est c'est que j'ai encore un rêve, en fait, j'ai un espèce de rêve, c'est qu'à un moment donné, on arrivera quand même à sensibiliser les organisations internationales pour créer, en fait, un tribunal international devant lequel quiconque aura subi de manière individuelle et pas toujours en masse, parce que c'est bien, et je veux dire, et Madame Mahmoud m'a dit quelque chose de très juste, elle m'a dit, moi j'ai envie qu'on parle pas que de moi, parce que je ne suis pas toute seule, et effectivement, elle est loin d'être toute seule, il y a des dames, énormément de femmes qui sont opprimées, qui n'osent pas parler, qui n'ont pas et on comprend pourquoi, et qu'on puisse aller de manière individuelle devant une instance internationale qui ne devrait pas respecter le statut de Rome. Le statut de Rome, c'est le statut qui régit la Cour pénale internationale et qui donnerait vraiment un accès libre. Et finalement, alors effectivement, il y aura peut-être des plaintes qui seront irrecevables, mais bon, ça c'est le jeu de tous les tribunaux, je veux dire, ici aussi, il y a des plaintes qui sont déposées en Belgique, qui ne sont pas toujours des plaintes fondées, mais ça permettrait à des personnes qui se trouvent, comme dans les cantines d'ouf, donc c'est-à-dire là où il y a un flou juridique, où il y a des personnes qui se trouvent dans des États où clairement sont des États corrompus, parce que bon, il ne faut pas se voler la face, on connaît quand même, sont des États corrompus où on se rend compte quand même que rien ne sera fait pour poursuivre les auteurs, et bien qu'on permette, qu'on crée une juridiction internationale pour permettre qu'ils pourraient recevoir des plaintes individuelles lorsque les personnes se retrouvent dans des situations vraiment de faiblesse visible et qui ne nous permettent pas finalement de pouvoir engager un processus légal au sein de ces camps.
Alors, le témoignage de Madame Mahmoud que vous allez entendre dans quelques instants, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle avant la conférence et surtout de lire les articles la concernant. J'ai trouvé son témoignage édifiant et fort révélateur de ce que beaucoup de femmes vivent dans les cantines d'Ouf. Elle va vous expliquer évidemment plus amplement ce qui lui est arrivé, mais ce que j'ai remarqué surtout à la lecture de ces témoignages, c'est qu'en fait, les femmes qui subissent des maltraitances, les femmes qui sont violées au sein de ces cantines d'Ouf, elles n'ont aucun moyen d'action. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun référent, il n'y a aucune règle juridique mise en place, aucun tribunal, et elles se trouvent vraiment dépourvues de tout moyen, et je pense que ça, à un moment donné, il faudra quand même que ça change, et il faudra quand même que les organisations internationales prennent leurs responsabilités et arrêtent de nous écouter, parce qu'effectivement, on va dénoncer ça auprès des Nations Unies, on a un peu l'impression de parler dans le vent, et à un moment donné, il faudrait quand même que la communauté internationale prenne ses responsabilités. D'accord, il n'y a peut-être pas d'intérêt économique, c'est peut-être la raison pour laquelle, et là je suis en train de déborder le papier que j'avais présenté, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt économique, donc il y a peut-être moins d'intérêt, mais je pense qu'on est vraiment en train d'oublier qu'il y a des femmes et des enfants qui subissent des sévices extrêmes. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, on ne parle pas dans le vague. C'est-à-dire que oui, on va pas raconter des témoignages sans voir les personnes, mais j'ai eu l'occasion d'aller à Genève il y a 15 jours, où une dame sahraoui a expliqué ce qui s'était passé dans son enfance, le fait qu'elle avait été envoyée à Cuba. Ici, vous entendrez Madame Mahmoud qui dit, vraiment, moi j'ai vraiment subi quelque chose d'horrible, j'avais aucun référent. Alors déjà, dans nos communautés, je dirais en Belgique, en Europe, ou dans des pays qu'on dit état de droit, les femmes violées, elles ont difficile à parler. Pour certains motifs qui sont légitimes ou pas, mais il y a déjà la honte de ce qui est arrivé, la peur de ce que va penser l'entourage, et surtout la peur des représailles de l'agresseur. On a vu ici, et finalement c'est un anniversaire puisque je me suis un peu documentée, mais le mouvement MeToo qui a été lancé il y a 5 ans, enfin qui avait été lancé quelques années après, mais qui avait vraiment été relancé par une star hollywoodienne il y a 5 ans, elle a permis chez nous de libérer la parole, hein, encore on y est, on commence à libérer la parole, mais j'ai envie de dire que les pauvres dames et les pauvres femmes qui vivent dans les camps Tindouf, elles ne peuvent pas bénéficier de ce mouvement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas, je dirais, un feedback juridique, s'il n'y a pas une personne de référence à qui... Which conditions did you speak for the first time about this nasty experience? How much time after the events? Right, when I was trying to get my asylum, because I found myself in Senegal where I was a refugee for a while, and I met with a couple of human rights organizations, and this is why the same organization picked it back up again 5 years later. I met with different countries, from the UK to the US, and then Canada was willing to have me in as a protected person. So telling my story was the first time in order to go through that process. But once I got in Canada, I was just another immigrant story, living in a shelter for immigrants and women who have survived sexual violence. And it took me years, and I never intended to talk about what happened, just like many survivors of violence, because first you have to heal. Second, you are doubting yourself, blaming yourself for, maybe if I didn't go there, maybe if I didn't participate in that fight, maybe, a lot of things. So I never thought I would say that. And again, Jamba was still president in my country. And in as much as I had fled, my mom was there, my dad was there, my entire family was still in the country. So I focused on trying to make myself to go to school, to become very invisible, never to say what has happened to me. But over the years, I have seen and looked around and realized I couldn't be my full self because I was carrying this very heavy secret, And in 2017, Jamba was deposed, I can go back to my country. Thousands of other Ghanaians can go back to their countries. And I couldn't keep the secret for him anymore. I decided to speak out with, the New York Times, the BBC, and all around the world to tell my story for the first time. And in the Gambia,
have the media covered your case now that the former president has fled to another country? Yeah, now they've covered. I had my first press conference in the Gambia, which was great. I was very insistent on doing that. He still has a huge support politically, and that puts me and my family at risk constantly with the harassment. I have to have security 24 hours at my home. But the risk was worth it, and the country was ready to have that conversation. And this is for around the same time, the Me Too conversation. Like, can we talk about how powerful people have gotten away with violating women, with harassing women, with holding our destiny in their hands and using sexual access to us in order to make us feel like we're worthy? So, the young women of that country were willing to have that conversation. It was the first time we openly talked about rape and march in the streets, and that is not only the power dynamic in terms of the president and the student, but it's also within a culture that represses women. It's a culture where women are shy. We don't talk about sex and sexuality. We don't talk about body. So when abuse is being done to you, it makes it easier. Powerful people within that culture understand that. They understand it's a society that raises young women to be naive, to not know their rights, to be ashamed of their body, and of course, to never understand they have the right to say no. So a lot of women, generations like my grandmother, my mother, and younger generations like myself, were willing to have that conversation, and they marched in the streets. So it is safe now, and we talk about it very openly, and that's mostly what I do with my foundation. So I spend a lot of time in the Gambia now, although I Thank you. Thank you very much for sharing with us. I will now ask in the audience here if anybody has a question for you. Please. Are there questions that you would like to ask? Maybe just one question. Yes, yes, one question. Please, microphone. Yes, I just would like to, sorry. I just would like, so thank you very much for your testimony. I just would like to know if you have the opportunity, to go before the court, and of course this is very important, and what's going on today. It's very important that that justice take into consideration your complaint. Tell who you are. Yeah. My name is Latifa Iqbal. I'm a member of the parliament. Thank you very much. Currently, so I am part of the Gambia to Justice campaign, which intends to bring all of the enablers to account. I've gone to I've presented at the International Criminal Court. We have had a TRRC, which is a Truth and Reconciliation Commission in the Gambia, where I had testified, and part of the final recommendations for that was me and other women who testified, some mostly anonymously, were taken into account, and the government of the Gambia, the current government, through the Truth Commission, have decided that Jammeh should be prosecuted for sexual crimes, including raping and violating me. The country is looking to set up a hybrid court, both at home and abroad, in order to bring Jammeh to justice. Personally, I had enablers, especially. Hola, buenas tardes. Qué alegría ver a mujeres con tantas ganas de coger justicia y tener esperanza de un mundo mejor. I am very happy to see so many women hoping for a better world and thirsty for justice. Llegué ayer al Parlamento Europeo I came yesterday to the European Parliament, y te puedo asegurar que hay muchas mujeres and I can guarantee you that there is a whole lot of women que luchan para un contenido de luz, de justicia y esperanza. and so many women that are fighting for hope and justice as well. No puedo negar que estoy muy emocionada I can just barely hold my emotion,
y espero que se haga justicia. And I really hope for justice. Muchísimas gracias. Thank you so much from my heart. Thank you so much. You are really one of those women that continue to inspire all of us. And you know, as a collective, we are strong, and the entire world or the status quo, the establishment continues to tell us that that is not true. That we are all individual stories.